bienvenue à la toute nouvelle émission La Région à travers les papilles. C'est une nouvelle production qui nous permet de mettre de l'avant les producteurs de chez nous. Mais surtout leurs produits. À travers les émissions, on va vous présenter des producteurs et des passionnés qui ont choisi la Mauricie et le centre du Québec pour implanter leur entreprise. Mais d'abord, on va démystifier leur travail, en fait ce qu'ils font à tous les jours. Karianne et moi-même, on va vous présenter des recettes faciles et simples à réaliser avec leurs produits. On va commencer en parlant de viande. Oui, on va parler de viande méconnue dans la région, le sanglier. On a parlé avec Nicolas Gauthier, qui est agroéconomiste de formation, et vraiment, il nous apporte dans son univers celui du rieur sanglier. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous pour nous expliquer comment l'entreprise a commencé. Ça a débuté dans la fin des années 1990 et au début, c'était un projet d'école, c'est ça? Oui, c'est un projet purement théorique. C'est un plan d'affaires fictif sur la façon d'adapter une ferme chevaline, une ferme de chevaux de course en production de sangliers. Le sanglier n'était pas très populaire à l'époque, mais il commençait à avoir une petite ouverture des gens, puis c'était d'essayer de démystifier cette bête-là, l'élever, comment l'élever au Québec, mais aussi la mettre en marché. Donc, vous avez fait des recherches vraiment pour un projet scolaire. Oui. Éventuellement, vous avez vu que ça commençait à être sérieux. Vous avez même déposé le projet là, pour un concours. Oui, un concours à l'Université Laval, concours de l'idée au projet. À ce moment-là, on est sorti gagnant de ce concours-là avec un projet qui était justement théorique. Ça a donné un peu de sérieux au projet, puis ça a donné un peu aussi de capital pour pouvoir commencer à acheter du moins les premières bêtes. Puis cette ferme-là était disponible. Puis j'avais jamais cru ou pensé pouvoir l'acquérir. Mais avec ce projet-là qui prenait un peu de plus en plus de place, bien oui, c'était possible. À partir du mois de mars, on avait déjà 100 bêtes en production. Dans les premières années, c'est combien d'heures qu'on consacre à sa business? Juste le troupeau, c'est pas très impliquant. Le sanglier, là, on parle de peut-être 10 à 15 heures par semaine. Mais vu qu'il y a beaucoup d'autres choses qui gravitent autour de ça, les semaines de 100 heures n'étaient pas rares. On était deux à l'époque. Ça prenait un salaire extérieur. Ça, on ne pouvait pas y arriver. Puis, il a fallu refinancer, puis réinvestir, puis refinancer, puis réinvestir. Du temps et de l'argent. Mais je dirais que l'entreprise était à sa vitesse de croisière, mais là, on repart sur un autre élan avec des nouveaux atouts, là, comme la table champêtre, la boutique. Puis, on faisait la distribution dans les restaurants. On faisait déjà aussi des services de traiteurs. Mais là, on commence à avoir plusieurs cordes à notre arc. Et si on regarde les étapes une à une, bon, le travail qui est fait avec les bêtes, vous avez combien de bêtes? Puis c'est quoi un peu, qu'est-ce qu'on a à faire avec un troupeau comme celui-là? On parle de 400 à 500 bêtes selon la saison. Le travail à faire, c'est de les alimenter tous les jours sur toutes les installations et tous les enclos. Normalement, on fabrique aussi notre moulée. Donc, cette année, je ne cultive pas mes terres, mais normalement, je cultive mes terres, je fabrique mes aliments. On entretient des bêtes aussi, quelques petits traitements, quelques transferts aussi. On assiste aussi les mères, les mettre en retrait. En sécurité. En sécurité pour eux-mêmes et pour leurs petits. Mais à prime abord, c'est pas une production très, très exigeante, quoi. Parlons-en justement du sanglier. C'est un animal que peu de gens connaissent. Ça ressemble à quoi, le tempérament? Le tempérament, c'est une bête qui est curieuse, un peu autoritaire aussi un envers l'autre. C'est une bête qui est aussi nerveuse, de moins en moins parce que ça fait déjà une trentaine de générations. C'est une bête qui tolère à peine l'homme, qui se tient quand même assez éloigné, puis qui n'aime pas se sentir prise. C'est une bête qui est très, très, très nerveuse, puis elle pourrait même charger, des fois pour blesser, rarement, mais en dernier recours, oui. Est-ce qu'il est déjà arrivé des incidents? Oui, on s'est déjà fait bousculer plusieurs reprises. Hein? Maintenant, vous êtes rendu avec une équipe de combien de personnes? On est 6 à 7 à opérer cette business-là. Je suis le seul propriétaire, mais je vois un petit peu à tout. Je touche un petit peu à tout aussi, là, parce que ça commence à être un peu plus compliqué. Là, on a autant la partie ferme, là, on a 3 bâtiments d'élevage avec des grands enclos à entretenir. Au niveau de la boucherie, on ne fait pas que le sanglier. On fait déjà aussi beaucoup de travail à contrat pour bien d'autres éleveurs, puis des particuliers aussi. On a la cuisine, on a les fumoirs, on a les équipements de méchoui, on fait des services de traiteurs. Donc, la boucherie en tant que telle, c'est déjà une bonne entreprise. Puis la table champêtre, c'est plus de la gestion événementielle. Donc, on reçoit les gens chez nous.
des groupes privés. On leur fait manger selon leur moindre caprice. C'est toujours du sur-mesure. Puis ça aussi, ben, c'est un nouveau métier qui rentre. Les produits les plus populaires, ce sont lesquels? Les plus vieux, si on peut dire ça comme ça, là, des produits que je ne changerai jamais. Là, il y a la terrine au canneberge, la rillette à la bière. C'est deux de mes produits fétiches, si on veut, là, que je garde depuis le début, là, puis que les gens apprécient beaucoup. Et vous, justement, la boutique, la boucherie, la ferme, c'est sur votre lieu de résidence. Oui. Comment vous réussissez à, le soir, essayer de décrocher? En fait, est-ce que vous décrochez? Oui, je décroche. Je décroche, mais dans le fond, c'est un loisir, puis c'est une passion, puis c'est un travail en même temps. Oui, je décroche. J'ai juste une porte à traverser. Puis j'ai deux petits gars aussi qui me ramènent à l'essentiel aussi, là. S'en vient pour la ferme? Est-ce que vous avez des projets d'agrandissement? Comme vous dites, vous peinez à fournir la demande. Donc... Oui, les projets d'agrandissement, c'est pas mal, ça suffit avec cette bâtisse-là. Par contre, on regarde quand même à rénover les installations parce que j'ai mis un peu moins d'énergie sur la production dans les autres années, puis mon carnet de commandes ne dérougit pas. Donc, ça sera peut-être le temps de revoir un peu les méthodes de production, puis de moderniser un petit peu. Surtout s'il y a une relève qui s'en vient éventuellement, mais c'est le temps de laisser quelque chose de plus fonctionnel. Puis j'en garde pour grossir tranquillement la ferme. Puis j'encourage aussi d'autres éleveurs à se démarrer dans cette production-là. Parce qu'il y a de la demande sur le marché, puis il y a moyen de faire des fichus beaux produits. On est maintenant à la partie de l'émission qui, je le crois, est la plus savoureuse. Je suis au marché Godefroy, en très bonne compagnie. Je suis avec une personne qui a plusieurs titres, chef à domicile, chef officiel pour le marché Godefroy. Bonjour, Fred Chapuis. Bonjour, Karianne. Bonjour. Très contente que tu aies accepté notre invitation pour cuisiner parce que quand on parle de produits du terroir, produits de la Mauricie, bien, on pense automatiquement à toi. Tu rends hommage. Oui, effectivement, j'adore travailler avec les produits locaux. C'est d'ailleurs ce que je me fais une fierté de faire avec mon service de chef à domicile, effectivement. Alors aujourd'hui, on est allé visiter le rieur sanglier. Et avec quelle pièce on va cuisiner? Alors, ça s'appelle un carré de sanglier qu'on voit ici. On va le faire un genre de croûte provençale. Donc, moi, je vais te demander de travailler avec moi. Je vais travailler, oui, ouais? Effectivement. Okay. Première des choses que moi, il faut que je fasse, on va le saisir. On va saisir notre viande sur le Kamadojo, qui est un barbecue au charbon de bois. Okay. Alors, c'est quand même assez particulier comme travail, mais si jamais on n'en a pas à la maison, c'est pas grave, là. On peut le faire dans le four, il n'y a aucun problème, d'accord? Alors, la première chose que moi, il faut que je fasse, je vais prendre la pièce de viande, on va venir l'assaisonner. Alors, pour cuisiner, de quels ingrédients tu as besoin? Là, on voit, tu as les épices ici. Oui. Tu as les... On a les fines herbes ici. Herbes. Donc, ce qu'on va mettre, en fait, dans la recette que tu vas préparer, on a de la panure, donc simplement du pain séché qu'on fait, qu'on gratte, hein, okay. Râpé. Je vais rajouter les fines herbes. Alors, on a ici basilic, romarin et de l'origan. Parfait. On aurait pu rajouter du thym, ça c'est au goût, mettons. Du pesto de fleur d'ail. Okay. J'aime bien travailler avec la fleur d'ail, c'est beaucoup plus fin que l'ail ordinaire. On va rajouter quelque chose, on va y donner une petite touche de forêt avec du poivre d'aune. Alors, le poivre d'aune, ça c'est un arbre qu'on retrouve dans nos forêts, de l'aune crispée. On va aller chercher les cocottes de cet arbre-là qu'on fait sécher, déshydrater, puis on s'en sert comme poivre. Donc, ça ajoute un goût... particulier, tu vas voir là, quand on va y goûter à la recette. Bon. Là, ouais, c'est assez bon. Un peu de sel? Un peu de sel, puis tu as besoin d'huile d'olive. Alors moi, mon carré il est assaisonné présentement. J'ai mis juste un épice à steak dessus. Je m'en vais au Kamadojo. Pendant ce temps-là, tu mélanges alors les épices, puis je vais te donner les fines herbes à la fin. Je vais les hacher. Okay? Parfait. C'est bon? Comme je le répète, on voulait juste faire une croûte autour. Et le sanglier, qu'est-ce que ça a de particulier comme viande? Est-ce que ça a un goût et ça se distingue comment? C'est difficile à décrire, je te dirais, mais souvent, je me fais poser la question. Puis, en fait, on va aller chercher... écoute, c'est comme un cochon, hein, ça y ressemble beaucoup. Mais au niveau du goût, ici, au Québec, on n'utilise pas de viande sauvage à l'état sauvage. Donc, c'est vraiment que de l'élevage.
Alors, c'est pas une viande qui est nourrie avec du sapinage ou comme ça, donc ça ne goûtera pas l'orignal, mettons, qui est quand même une viande assez forte. Le sanglier, lui, on va aller chercher vraiment, je dirais, un mélange entre viande de bœuf et viande de porc, si on veut. OK? Alors, tu vois ton mélange là qu'on a fait, là, on vient juste mettre ça sur notre sanglier comme ça. C'est vraiment une croûte qu'on veut faire. Puis on va en mettre quand même pas mal, là, je te dirais, là. Il faut vraiment qu'on fasse une belle croûte. Alors, cette étape est faite. Maintenant, je retourne mon carré de sanglier sur le barbecue ou alors si on le faisait dans le four. Et on va le laisser pendant, tu vois, c'est quand même une belle pièce de viande, donc 20-25 minutes en cuisson. Alors, le carré est bien cuit. Maintenant, on va simplement, pour éviter qu'on perde de la chaleur, y donner un petit 2 minutes, même pas. C'est même pas besoin d'être très longtemps. Alors, je le mets dans l'aluminium, pour justement éviter qu'il perde de chaleur. Et aussi, en même temps, cette étape-là, ce qui va arriver, c'est que là, on a stressé notre viande en faisant une croûte à l'extérieur, comme j'expliquais au début. Puis là, maintenant, les sucres sont vraiment concentrés au milieu de la pièce de viande. Ce que je veux, c'est que les sucres, ils se distribuent également partout. Ça va uniformiser un peu la cuisson. Absolument. Et en même temps, le problème, c'est, mettons, si je prends ma pièce de viande puis je la découpe tout de suite, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir du sang partout sur ma planche au lieu de rester dans la viande. Alors, cette étape-là va faire que ce jus-là va rester dans la viande. On a une viande tendre et juteuse. On va découper notre pièce de viande. Est-ce qu'il y a une manière spéciale de absolument. de faire Alors, je mets mon couteau entre la côte et je vais simplement le descendre comme ça. Wow! On le voit, il est encore saignant, mais c'est comme ça qu'on va le cuisiner puis le servir, notre sanglier. Okay? Et ça, une pièce de viande comme celle-là, on en a environ pour combien de portions? Ah, là, on a un bon 4 personnes. Là. On va calculer à peu près 2 côtes par personne. OK. Alors, comme ça, au pire, de toute façon, la croûte, c'est pas un problème. On va aller la rechercher sur la planche un petit peu. On pourrait même en mettre un peu comme ça. Et voilà, notre assiette est terminée. Alors, une demi-heure, même pas. Une demi-heure, puis c'est fait. On peut arriver avec ce résultat. Absolument. Carré de sanglier en croûte d'épices. Et voilà. Et des produits d'ici? Oui, absolument. Moment de récompenser le fruit de nos efforts. Alors, on va goûter à ce absolument qu'on a concocté. On va prendre un petit peu de croûte. Ah oui. Les petits épices, là. Oui, on goûte vraiment. C'est très bon. Et la cuisson est numéro 1. Ça, c'est notre première cuisine. Là, on va en avoir d'autres dans les prochaines semaines. Mais là, d'ici quelques instants, dans à peu près 7-8 minutes, on va se revoir pour cuisiner quelque chose de plus sucré. Oh, croustade aux pommes. Croustade aux pommes. Dans quelques instants. Karianne, on va maintenant parler d'une activité qui est très prisée par les familles dans la région, la cueillette de pommes. Oui, nous sommes rendus du côté du verger Barré, une véritable institution à Sainte-Anne-de-la-Pérade qui offre environ entre 25 et 30 variétés de pommes. Combien de pommiers vous avez ici sur le territoire? Présentement, on a environ 3000 pommiers, dont autour de 2000 sont en production. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait longtemps. C'est un verger qui a beaucoup d'âge, une centaine d'années. En fait, c'est mon grand-père qui a planté les premiers pommiers ici il y a environ 100 ans. Puis au début, c'était un tout petit verger. Les pommes étaient coulées en vendant, en passant par les maisons. Puis depuis une trentaine d'années, c'est principalement l'autocueillette. Le cœur de la période des pommes, ça commence assez tôt quand même. Les gens ont l'impression de, bon, c'est le mois de septembre, le temps des pommes, mais dès le début du mois d'août, les pommes commencent à mûrir. Il y a des variétés qui sont hâtives, comme la Vista Bella, la Melba, qu'on va retrouver au mois d'août. Puis ça s'étire jusqu'à mi-octobre environ. C'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on vous pose? Quand vous dites, moi, mon travail, je suis propriétaire d'un verger. Oui, c'est ça. Bien, les gens, souvent, ça, se demandent qu'est-ce qu'il y a à faire
toute l'année dans un verger. On a l'impression que, bon, les pommiers, on plante ça, puis année après année, ça te donne des pommes, ça produit tout seul, mais c'est ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Puis c'est assez complexe. C'est vraiment un métier qui est très complexe parce qu'il y a, comme c'est des arbres qui sont établis dans un endroit pour plusieurs années, bien là, il peut y avoir des insectes, des maladies qui s'installent. On ne peut pas faire une rotation de culture. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. Il y a beaucoup de connaissances qu'il faut y avoir au niveau de la gestion du verger. Ça peut ressembler à quoi vos journées? Vous travaillez combien d'heures par semaine? Disons qu'à ce temps-ci de l'année, à l'automne, là, c'est... disons, je compte pas les heures, mais c'est souvent 5 heures le matin à 9-10 heures le soir, là, 7 jours par semaine. Durant l'année, là, on fait beaucoup, beaucoup d'heures, plus que je crois un travail qui serait du 40 heures semaine. Là, mais en même temps, c'est normal, c'est un petit peu, c'est notre entreprise, donc on met du temps supplémentaire pour ça. À quoi ressemble votre horaire là, sur une année? Sur une année, la taille des arbres se fait au printemps très tôt. Donc, comme on a 3000 arbres à tailler, il faut commencer dès le mois de février. On fait chaque arbre un après l'autre, puis les arbres sont taillés pour favoriser la mise à fruit. Puis ça s'étire pendant 2 ou 3 mois. Ensuite de ça, bien, il y a tout l'entretien au niveau des maladies, des mauvaises herbes, du soutien des arbres qui demande du travail à temps plein tout l'été. Il y a là, évidemment la période de récolte l'automne. Puis les sous-produits, bien, on en fait un petit peu toute l'année aussi. Puis à la fin de l'automne, on fait des salons souvent de Noël pour vendre des produits. Puis, donc, ça nous tient occupés vraiment, je dirais, 11 mois par année. On se garde un petit peu le mois de janvier comme soupape là, pour avoir un peu de repos. Il faut être très vigilant parce qu'on pourrait facilement se laisser emporter puis travailler toujours, dans le fond, puis pas se garder de temps pour nous. Puis ça, peut-être, c'est le côté pour lequel j'ai un petit peu de difficulté. Ma conjointe essaie de me ramener des fois, de prendre des journées de congé l'été de temps en temps, prendre une petite vacance, parce que moi, j'ai comme tendance à voir le travail qui doit être fait, puis toujours vouloir en faire un petit peu plus, puis, mais c'est important aussi de s'arrêter, puis c'est ça, la famille, c'est... D'apprécier aussi. D'apprécier, oui, c'est ça. Oui, il y en a plein, hein? Vous avez plusieurs sortes de pommes. Vous en avez combien, en fait? 25 à 30 variétés de pommes. Là-dessus, il y en a 7 ou 8 qui sont plus populaires, disons qu'on va ouvrir à l'autocueillette. Il y a encore la McIntosh, évidemment, qui est populaire. Dans les variétés qu'on fait cueillir, la Lobo, la Cortland, la Melba, qui est une pomme hâtive très populaire encore, la Spartan, puis la Honeycrisp, qui est une variété qui est devenue, qui est vraiment le chouchou des Québécois maintenant, puis qui est de plus en plus populaire. On fait du jus de pomme frais pressé, qui est vraiment juste des pommes qui sont transformées en jus avec aucun additif. C'est un produit qui est très, très populaire. On fait de la gelée de pommes, du beurre de pomme. On fait toutes sortes de produits, une douzaine de sortes de gelées, en fait, avec des petits fruits qui sont produits ici. On fait des sirops, on fait du vinaigre de cidre à l'ancienne, des vinaigrettes, des marinades. C'est dans le sac, Elia? Dans le sac. C'est beau! Et quel lien vous entretenez avec votre clientèle? Est-ce qu'il y a certaines personnes, certaines familles que vous voyez revenir année après année? Oui, on a une clientèle qui est très fidèle. Il y a des gens qui viennent ici depuis très, très longtemps, même avant que moi je sois là, qui connaissaient, dans le fond, mon grand-père, mon père ont toujours fait le tour des villages avec le camion pour livrer des pommes. Puis ces gens-là, maintenant, viennent au verger cueillir les pommes. Souvent, c'est les enfants de... Puis nous, on accueille des groupes depuis de nombreuses années. Donc, on a maintenant les parents qui sont venus quand ils étaient tout petits au verger, puis qui reviennent avec leurs enfants. On a 7 enfants, donc les enfants viennent nous aider l'automne. Mes parents sont ici aussi pour donner un coup de main. Puis on a des amis qui viennent nous donner un coup de main aussi les fins de semaine. Donc c'est vraiment une belle activité même pour les gens qui viennent nous aider, là. Puis nous, bien, on les remercie en leur donnant des pommes. En leur donnant des pommes, des sous-produits, des choses comme ça. On essaie
que ça soit agréable pour tous les âges. Dans le fond, on a un terrain de jeu pour les enfants, on a une mini-ferme, puis on essaie d'avoir des accommodements pour les personnes plus âgées aussi. Donc, pour nous, c'est très agréable quand les gens nous disent qu'ils ont aimé ça, puis c'est ça qui nous, Que vous qui pousse nous à redonne de continuer. l'énergie, oui. Les vergers, les arbres, ça donne l'eau à la bouche. Et là, je vois encore une fois Fred, je te rencontre pour faire la recette la plus célèbre avec des pommes. Mais là, tu vas la Ouais. faire à ta façon. Oui, effectivement, là, on s'en va carrément ailleurs. Là, on s'en va sur le barbecue, faire une croustade de pommes sur le barbecue. Sur le barbecue. Ouais, tout simplement. Regarde, les ingrédients sont pareils, les mêmes. Hein? On va utiliser du beurre, du flocon d'avoine, cassonade, farine, cannelle. Moi, je vais rajouter un petit peu de noix de pacane et évidemment, les pommes. Mais les pommes vont devenir ça a toujours été le centre de la recette, mais là, tu vas les Absolument. utiliser d'une façon un peu spéciale. Oui, ce qu'on va faire là, tout simplement, je vais les couper en deux. Là, je vais juste essayer de l'égaliser un petit peu parce qu'on va les présenter d'une façon, tu vas voir, assez intéressante. Donc, on va les couper en deux, tout simplement. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire aussi, on va les vider, OK? d'accord? Avec une cuillère parisienne. On va faire attention de ne pas faire un trou de bord en bord. Donc, je vais quand même la creuser, mais en ne faisant pas de trou. Juste comme ça. Donc, pas qu'il y ait de trou au fond. Parfait. Et ensuite, tout simplement, je vais le badigeonner avec un petit peu d'huile, pas d'huile, mais du beurre fondu. Du beurre fondu, Oui, parfait. exactement. Et toi, pendant ce temps-là, si tu veux, parce que là, il va falloir que j'aille sur le barbecue avec mes pommes. là. Mélanger. Alors, je te laisse faire la croustade, Parfait. le mélange à croustade, exactement. Alors, avec un pinceau, tout simplement, mon beurre fondu, on vient juste, comme ça, mettre un petit peu de beurre fondu sur ma pomme. Donc, on rappelle que pour les quantités, là, ça se retrouve sur Oui, notre oui. site Internet, Ma TV. Absolument. Parce que nous, on a pris de l'avance, on a tout mis dans des petits pots. La magie de la télé. Et voilà. Alors, le beurre fondu aussi. Oui. Parfait. Donc, il est comme mou. Hein? Il faut qu'il soit mou, il faut qu'il soit facile à travailler parce que tu vas tout mélanger ça. Ça va faire comme Parfait. le mélange à croustade. Tu vois, tu laisseras des gros morceaux. OK. Tu verras, ça va se faire tout seul de toute façon. Et la Alors, cannelle? le cannelle, t'en mets très peu. Là, je vais t'aider. Je vais te mettre une pointe de couteau. Quand on dit une pointe, là, c'est à peu près cette quantité-là. Parfait. Ça dépend. Il y en a qui n'aiment. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout la cannelle. Faut qu'on n'est pas obligé d'en mettre. C'est facultatif. Oui, c'est absolument. Moi, je m'en vais sur le Kamado Joe. ça. Encore une fois, on Encore une réutilise fois, ouais. Donc, c'est un barbecue finalement. Là, tu sais. Mais là, je vais poser mes pommes d'une certaine façon, c'est-à-dire la chair au fond. Je vais aller chercher un beau quadrillage pour faire caraméliser le sucre contenu dans la pomme naturellement. OK. Ça va donner comme une espèce aussi en même temps de pré-cuisson à ma pomme. Donc, c'est vraiment pas long avec un barbecue quand même assez fort. On va venir aller chercher vraiment une belle coloration. Quand on dit pas long, ça peut être combien de temps? Ben, ça va être peut-être une minute comme ça, OK, à une peine. autre minute de l'autre bord pour faire un beau quadrillage. Puis après ça, je m'en viens avec les pommes. Donc, en tout 2 minutes, ça devrait être suffisant. Je vais aller chercher les pommes parce que là, justement, je pense qu'on devrait avoir un beau... Parfait. Oh, oui. Donc ça, c'est parfait. Ouais. On le voit là, vraiment bien caramélisé comme ça. Là. C'est ce que je voulais aller chercher. Voilà, superbe. Encore une fois, hein, une recette très facile à faire. Parfait. Rapide et très facile. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit peu de noix de pacane au fond, comme ça. Et ton mélange de croustade On peut l'appliquer? carrément dessus, absolument. Je vais te laisser. En fait, là, moi, je vais y aller, comme je te disais tantôt. OK. Ah, ouais, Avec ouais. les mains, c'est Ah, toujours... ouais, par là. Ouais. Puis là, on va quand même venir vous donner une petite pression pour vraiment recouvrir ma pomme au complet, OK. comme ça. Alors, une fois qu'on a fait cette étape-là, on s'envoie... On retourne. On retourne au barbecue. Ça va prendre à peu près, mettons, 10 minutes, parce que les pommes, elles ont déjà eu une pré-cuisson. Ça va être final, on va faire le montage. Alors, juste le temps de faire un petit peu de vaisselle, c'est déjà le temps d'aller voir là, si c'est Absolument. cuit. Oui. C'est vraiment pas long, hein, parce que la pomme, elle a déjà eu sa pré-cuisson, fait que on va juste la soulever. Là, on va travailler avec 2 ustensiles, là, parce que pour éviter qu'elle tombe au fond. Parce que c'est beaucoup ramolli avec la cuisson. Là, Oui, en quand termes même, de- mais c'est ce qu'on veut, hein. On veut une cuisson. Comme ça.
Et voilà. Alors, un dessert, mettons, qu'on pourrait utiliser au camping quand on fait barbecue. C'est vrai, ce serait, hein? ben oui, ce serait super. Alors, on va faire une petite décoration. Puis là, je vois ton sourire. Ah, là, tu peux pas me faire plus plaisir que cuisiner du dessert. Alors, quand même assez facile, hein, la recette. Comme Et ça fait des belles portions quand même. Oui, ben mettons, ce serait pour 4 personnes. Oui. C'est deux pommes, 4 personnes. Là, il va rester c'est simplement de la crème 35, mais je ne l'ai pas faite à 100 %. Elle est encore crémeuse, tu sais. Elle est juste moussée, en fait, finalement. Comme ça. Et juste pour la touche finale, un petit peu de menthe. Menthe fraîche, tu vas voir, quand tu vas prendre une bouchée tantôt, essaye de prendre de la menthe aussi avec. Tu vas voir, ça fait un super bon mélange. Ça vient rajouter un petit peu de fraîcheur. Menthe et sucré, Oui, oui, absolument. Et voilà, terminé. Alors voilà, on a presque terminé. Reste seulement à goûter. À l'attaque. Oh. Oh oui. On goûte vraiment le barbecue. Oui, tu as le petit côté boucan un petit peu, là. Et la menthe, Ouais. ouais, faut dire que la menthe ajoute vraiment quelque chose. Excellent. Alors, c'est simplement à peine 6 ingrédients, Exact. 10 minutes. 10 minutes. Et on a un beau dessert. On fait plaisir à la visite. Oh que oui. Et voilà, c'est déjà tout pour ce premier épisode de la région à travers les papilles. Restez avec nous parce que lors de la prochaine émission, on va aborder les étapes de confection d'un fromage fin. Et je vous propose une recette typiquement suisse. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt.